Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec un invité particulier. Donc c'est un entrepreneur dans le monde de l'événementiel. C'est également un auteur, Alexandre Bodard-Pinto. Merci d'accepter de Salut Abraham. nous recevoir chez toi. Moi, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ça fait quand même déjà quelques années que je vois un petit peu ce que tu fais. Mais donc pour les gens qui ne te connaissent pas, dis-nous un petit peu qui es-tu, que fais-tu? Et donc ton parcours un petit peu qu'on sache d'où tu viens, où est-ce que tu es né, enfin. Pour reprendre, disons, les choses dès le début, je suis né d'une maman belge, d'un papa portugais. Je suis né au Portugal, mais j'ai grandi en Belgique. J'ai toujours été un grand fan de tout ce qui est vitesse, sensations fortes, adrénaline, etc. Au point que ça m'écoutait les jambes, puisque à l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident de moto. D'accord. Suite à une erreur de jeunesse, je peux pas dire autre chose. En gros, donc j'ai pris la moto de mon beau-père à l'époque, qui était une grosse moto. J'avais pas l'autorisation de rouler. Puis j'ai vu un de mes amis qui m'a dit alors, elle avance, ça trace. Et donc je lui ai dit que j'allais passer à 200 devant lui. Grosse erreur évidemment, dans une petite rue de quartier qui était limitée à 30 et donc à 180 j'ai perdu le contrôle. Je me suis encastré dans un mur, donc ça m'a coûté 1 an et demi d'hôpital, 2 semaines de coma, rééducation et tout ce qui va avec. Et donc ça n'a pas toujours été évident évidemment. On y reviendra peut-être plus tard, mais je pense que c'est une épreuve de la vie qui m'a fait non seulement réfléchir forcément, mais c'est pour ça que j'en parle, qui m'a peut-être aussi poussé davantage. C'est toujours difficile de dire ce que j'aurais pu faire ou ce que j'aurais fait si j'avais pas eu mon accident. Mais là, je pense que dans ce cas précis, ça m'a vraiment poussé davantage à vouloir prouver déjà à mes proches, à ma famille, à mes amis, que malgré mon handicap, j'allais pouvoir faire des choses, des grandes choses si possible, mais en tout cas, faire des choses déjà. Et donc voilà, et donc après ma rééducation, j'ai recommencé mes études. T'as dit la période de... J'ai fait grosso modo de 16 ans et demi à 18 ans à l'hôpital. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est quand même... Donc t'étais en 4e secondaire et j'étais en 5e, déjà. J'étais en fin de 5e, donc vu que j'avais des bonnes notes, ils m'ont fait passer la 5e. Et j'ai fait ma réto en jury central. Ok. En parallèle avec la rééducation, donc c'était déjà pas évident de faire de la rééducation parce que c'est quand même c'est intense, hein, c'est du matin au soir. Et puis quand les autres se reposaient le soir, moi j'étudiais pour passer mon jury central. Je voulais pas perdre une année en fait. Donc déjà, après l'accident, tu t'es dit, je lâche rien, quoi. Disons que j'ai eu une période, sincèrement, qui a pas été simple. Je l'ai très mal accepté au départ. Parce que j'ai toujours été très dynamique, j'ai toujours beaucoup aimé bouger, voyager. Enfin, j'étais vraiment quelqu'un d'actif. Et de se retrouver à 16 ans, du jour au lendemain, cloué dans un lit pendant des semaines, voire des mois, avant de pouvoir imaginer, reprendre un peu d'autonomie, si je peux appeler ça comme ça. Faut savoir qu'au début, je bougeais même pas du tout les bras. Okay. Ça se voit pas trop, mais je suis tétraplégique et pas paraplégique. Okay. Donc la différence est vraiment au niveau du mouvement dans les bras. Donc j'ai bien récupéré à terme, parce que je me suis battu pour aussi. Mais pour être franc, quand j'ai appris tout ça, et après plusieurs semaines ou quelques mois qui ont vraiment été difficiles, j'ai même été jusqu'à une tentative de suicide assez violente, qui n'était pas un appel à l'aide, c'était vraiment, je voulais en finir avec la vie, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'avenir, tout simplement. Okay. Tant que tu es à l'hôpital et que tu vois pas, que tu te projettes pas dans le futur, que tu te rends pas compte que malgré un handicap, tu peux encore faire plein de choses et que tu peux encore, au final, accomplir tes rêves qui changent pas, quasiment pas. Enfin, en tout cas, les miens ont pas trop changé. Tu te dis, ma vie, elle est foutue, je vais être un poids pour tout le monde. Voilà. Okay. Et donc, dans mon cas, le fait d'avoir fait ça, évidemment, je vais jamais pousser les gens
qui ont une difficulté dans la vie à faire une tentative de suicide, loin de là, bien entendu. Mais quand on me demande alors est-ce que tu regrettes cet acte, je dis toujours non, parce que je pense que c'était, dans mon cas, nécessaire pour me faire ouvrir les yeux. Ok. Parce que j'ai une maman notamment, un beau-père, je leur ai mis un gros coup quand j'ai eu mon accident forcément, et là le fait de faire ça en plus, c'est comme si je les avais tués une deuxième fois. Et donc quand j'ai vu notamment ma mère, mon beau-père revenir le lendemain, enfin j'ai fait ça durant la nuit et on m'a retrouvé le matin, quand je les ai vus rentrer dans ma chambre, là je me suis dit bon, rien que pour eux déjà, je vais leur montrer que j'ai peut-être fait une bêtise ou voilà, mais que j'ai compris la leçon, que déjà je recommencerai pas, et surtout que malgré ma situation, même s'il faut se battre 10 fois plus, je le ferai pour eux. En tout cas, ça a démarré comme ça. Voilà. Donc donc l'impulsion de la combativité un peu. Je pense. Ouais. Est venue à ce moment-là. Ok, donc tu termines ton jury central. Voilà, donc je termine mon jury central, ma rééducation. Là, j'ai grosso modo 18 ans. Je sais pas encore trop quoi faire. À l'époque, mon rêve était d'être reporter. Même reporter de guerre. En tout cas, je voulais vraiment faire. Mais les sensations fortes en moto et aussi, au sens large. C'est vrai. Je pense que c'était surtout le fait de voyager. D'accord. Ça a toujours été ma grande passion, aussi bien avant qu'après l'accident. Et donc en sortant de l'hôpital, c'était un peu compliqué de commencer ça directement. Je savais pas trop quoi faire. J'avais pas mal d'amis qui étaient inscrits en marketing, qui est un peu je dirais là où beaucoup de gens vont quand ils savent pas trop quoi faire parce que c'est large et que ça permet d'ouvrir pas mal de portes. Et je le regrette pas, donc je me suis inscrit en marketing, tout s'est bien passé. Donc j'aimais déjà beaucoup sortir avant, un gros fêtard même à 15-16 ans déjà. Et puis le fait de nouveau, le fait d'avoir eu un accident m'a pas empêché de reprendre rapidement le rythme que je pouvais avoir avant. J'ai eu la chance. Et ça, vraiment, c'est, je pense, une des grandes chances et une des choses qui m'a sauvé, c'est d'avoir un groupe d'amis fidèles et qui m'a surtout jamais lâché. Donc, ils ont toujours été là. D'autant, j'ai pu être déçu de certaines personnes que je pensais proches. Et puis, une fois que tu as un problème ou un accident, dans mon cas, tu les vois plus. Et d'autant eux, que je connaissais pas forcément depuis très longtemps. On est une bande de 6-7, là. Et ils m'ont, je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ils m'ont jamais considéré, et me le disaient d'ailleurs, et je demandais pas mieux, ils m'ont dit, chaise ou pas chaise, on va pas te faire de cadeaux, quoi, de faveurs. Tu restes celui que t'étais avant, et puis voilà. Et je pense que ça aussi, ça a vraiment joué dans la rééducation, dans le fait que je sois relativement à l'aise en public, ce qui est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont quand même encore beaucoup de mal à accepter le fait d'avoir une différence, d'être en fauteuil roulant ou autre. Et le regard des gens n'est pas toujours le plus agréable. Moi, je me suis dit, j'ai une différence, plutôt que d'en faire une faiblesse et de me laisser, d'être touché des fois par des remarques ou par des regards un peu insistants. Je vais en faire ma force, dans le sens où, forcément, quand j'arrive quelque part, on me remarque plus facilement. Forcément, on va peut-être plus facilement se souvenir de moi aussi, de par cette différence. Et donc voilà, j'ai toujours pensé que je pouvais utiliser ça. Et une question, ça c'est quelque chose que tu as eu après l'accident grâce à tes amis, ou qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette réflexion qui est très juste finalement, mais... Je pense réellement que c'est effectivement, mes amis ont joué un grand rôle. Parce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, eux-mêmes n'ont pas fait de différence, et donc ont décidé d'aller quelque part, que ce soit une sortie ou que ce soit un resto, peu importe. Même s'il y avait 50 marches à faire, ou 100 marches, ou 200 marches, c'était pas un problème parce que j'étais avec eux. Et donc, cette barrière, entre guillemets, de l'accessibilité, du fait de l'ouverture aux autres, d'aller en public, etc. Parce que souvent aussi, les gens ne sortent pas de chez eux, ou peu, de chez eux. Bon, maintenant, avec le temps, ça s'améliore, mais là, on parle comme d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'accessibilité, c'était pas encore trop un concept dont on parlait beaucoup. Et donc, je pense que heureusement, ça va en s'améliorant, mais à l'époque, surtout, les gens sortaient pas de chez eux parce qu'ils disaient, je vais galérer, il y aura des marches, il y aura peut-être pas de toilettes, il y aura pas ci, il y aura pas ça, etc. Et donc, tout ça fait que
forcément, si on voit pas des masses de gens différents, à mobilité réduite, en fauteuil ou peu importe, dans la rue, quand on en voit, on est plus surpris. Enfin, je dis dans la rue, ça peut être dans un bar ou autre. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Moi, je dis toujours, ça va dans les deux sens. C'est que si les gens veulent être acceptés, malgré leurs différences, c'est aussi à eux de se montrer. Si on attend que ce soit les autres qui viennent nous chercher, ou en tout cas nous prendre par la main en disant sors de chez toi et viens avec nous, on perd du temps. Et donc moi j'ai toujours pensé qu'il valait mieux aller moi-même à la rencontre, ou en tout cas pas me bloquer par rapport à mon handicap. Et j'ai toujours pensé aussi qu'un simple sourire, ça faisait tout, parce que ça peut paraître bête ou bateau comme élément, mais je pense réellement que quand on montre aux autres qu'on est ouvert à la discussion, qu'on est au final normal, mes jambes fonctionnent peut-être pas, mais ma tête fonctionne plus ou moins bien, je pense. Mais voilà, à partir du moment où on est ouvert et qu'on leur fait un sourire et qu'on leur dit bon, t'as envie de me parler, parle-moi. T'as des questions, pose-les. Tout ça fait beaucoup, je pense. Oui, donc facilité. Donc tu termines tes études, tu fais des études de marketing. Donc... Voilà, je fais du marketing. Je commence l'organisation d'événements. Donc vu qu'on était déjà des grands sorteurs, etc., je me dis tiens, autant lier pourquoi le pas, plaisir voilà, et le travail. Pourquoi pas organiser des soirées. Donc ça a vraiment démarré comme ça. En première, on faisait des petites soirées qui petit à petit ont pris de l'ampleur. Donc j'ai créé une première société quand j'étais encore aux études, en faisant de plus en plus des événements, en créant des clubs itinérants, avec l'aide d'amis DJ qui sont entre-temps devenus relativement connus, mais qui étaient avec moi à l'école aussi. Okay. Comme tu dis, je combinais un peu les deux activités, à savoir les sorties d'un côté, et puis j'utilisais les sorties, le fait de rencontrer du monde en sortie, pour promouvoir les événements, évidemment. D'accord. Que je faisais, ça m'a plu, même beaucoup. Même si, évidemment, au départ, je savais pas dans quoi je me lançais, donc c'est pas toujours évident. Donc, tu t'associes avec tes potes au début et tu dis, voilà, faisons une soirée, on met autant chacun, on investit un petit peu d'argent. Et puis, ils comprennent pas tous que tu gagnes pas directement 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ta mise. Que tu peux gagner, mais tu peux perdre aussi. Oui. Et c'est là que petit à petit, il y a un tri naturel qui se fait entre ceux qui ont vraiment envie de faire ça, qui se disent ok, on a perdu, mais on a perdu pour peut-être mieux gagner dans le futur, et ceux qui se disent non, moi ça me saoule, c'est bon, j'ai travaillé, je vais pas gagner d'argent, j'arrête. Et moi évidemment, je faisais partie de ceux qui se disaient on n'a peut-être pas toujours gagné, mais voilà, j'avais cette vision d'objectif, je dirais, de grandir, et en me disant même si ça paye pas tout le temps, ça vaut la peine de s'accrocher. Et puis voilà, donc j'ai terminé mes études. On avait, quand je dis on, c'est un de mes meilleurs amis, donc qui était dans cette fameuse bande de potes que je pouvais avoir et qui m'a toujours suivi. Et donc un de ses amis, on avait le rêve d'ouvrir une discothèque, qui était évidemment le summum quand t'es un sorteur et que t'as ta propre boîte. Donc voilà, donc étonnamment, quand je dis ça, on me croit jamais. Et pourtant, c'est la vérité. Je pense pas que ça arriverait encore maintenant. D'accord. Mais donc, je sors de l'école, j'ai 21 ans. Une petite expérience d'organisateur de soirée, mais ça s'arrête là. Et un soir, on se prend le délire avec mon pote de se dire, on va rentrer un dossier. Il y avait un endroit qui était à Armette qu'on connaissait bien, dans lequel on sortait, qui était une ancienne taverne, mais nous, on avait vraiment imaginé de le reprendre, de complètement le retransformer et de recréer vraiment un endroit, sachant que ça coûtait quand même un bon paquet d'argent. Et donc, on fait pendant une nuit entière un dossier, mais vraiment scolaire, comme je quittais l'école. Donc, le dossier marketing type, comme on pouvait l'apprendre à l'école. Okay. Et on envoie ça, donc, le matin, on le faxe à l'époque encore, à la banque. À 8h, à 10h30, on reçoit une acceptation pour 200 000 euros de crédit. Énorme. Alors qu'on n'avait rien, on avait 5 000 euros à deux, qu'on avait mis de côté. Et donc, on se retrouve à lui, un peu plus âgé que moi, 23, 24. Moi, 21 ans, gamin qui sort de l'école, avec une banque qui dit, OK, on vous prête 200, plus encore 100 000, wow. si nécessaire, quoi. Donc là, on se dit, OK, maintenant c'est fait, il faut y aller, on fonce. Et donc, c'est ce qu'on a fait, voilà.
Ok, et le nom de la boîte, c'était? C'était la Villa Loca. Ok. On a créé ça, c'était Oui. en région bruxelloise, sur le boulevard de la Wolu. On l'a lancé en 2006, on l'a revendu en 2008, 2 ans et des après, pour une raison toute simple en fait, c'est que c'était un rêve de jeunes, de gosses, d'ados, qu'on a prolongé et qu'on a réalisé. Pour être franc, je pense que j'avais pas, ni mon associé ni moi, n'avions la maturité nécessaire que pour occuper ce poste, parce que se retrouver patron de boîte à 21 ans, quand toi-même tu aimes la fête, les sorties, les excès, etc., voilà, ça peut être dangereux, c'est pas toujours évident à gérer. On a, je pense, géré ça correctement par rapport aux moyens dont on disposait, Ouais. sachant que on a fait un crédit, tout a été investi dans les travaux, donc on s'est vite retrouvé sans fonds de roulement, ce qui est un peu ça qui tue au final beaucoup d'entrepreneurs, sans fonds de roulement, et donc gérer une boîte à faire tout nous-mêmes parce que on n'avait pas toujours les moyens, donc on était ouvert 5 jours semaine, donc c'est des horaires pas possibles, où tu arrives là à 16-17 heures pour faire ta mise en place, tu rentres, il est 10 heures du matin, le temps de fermer, de compter, etc. Et puis quand on était en off, on allait nous-mêmes distribuer les flyers, coller des affiches la nuit, à l'époque c'était encore plus ou moins autorisé. Enfin bref, c'était vraiment un boulot de dingue. Et à un moment donné, on s'est dit, si on veut pas y mettre complètement toute notre santé, et mon associé a démarré une vie de famille en plus, donc on s'est dit, il vaut mieux remettre. Ouais. Tant qu'il est encore temps, plutôt que de pousser la chose jusqu'à un moment donné où on saura plus gérer et avec le risque d'aller en faillite. Donc on a remis cette discothèque en 2008. On a eu la chance de remettre ça correctement, voilà. Donc on s'en est, je dirais, bien sorti. Je pense que sur ce coup-là, on a eu l'intelligence d'esprit de se dire, mieux vaut arrêter maintenant. Mon ancien associé, lui, s'est rangé vraiment vie de famille, petit boulot, pépère. Moi, je savais que j'avais vraiment cette passion pour l'organisation d'événements. Je voulais plus travailler dans le milieu de la nuit pure. Parce que, je veux dire, qui dit milieu de la nuit aussi, dit rencontre pas toujours nette. C'est quand même un milieu qui est très particulier. Et donc, moi, je voulais plus être associé à un endroit fixe et être forcé d'aller 3, 4, 5 jours semaine dans le même endroit jusqu'à des heures pas possibles. Mais je voulais quand même continuer ce côté événementiel, organisation, prise de risque malgré tout. C'est vrai que c'est ça qui est aussi un peu excitant, voilà. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle VIP Belgium. Oui. Quand je l'ai créée, mon idée était de représenter la Belgique à l'étranger au travers d'événements VIP, si on peut appeler ça VIP, mais on va dire de prestige ou différents, voilà, par rapport à ce qui pouvait se faire. Quand j'ai démarré donc l'agence en 2008, on a fêté les 10 ans cette année-ci, j'ai démarré en faisant la semaine des Belges à Saint-Tropez. Donc à l'époque, il y avait encore pas mal d'organisateurs qui faisaient des gros événements durant la période du 21 juillet, dans la région de Saint-Tropez. Et donc moi, je faisais des formules qui combinaient non seulement les accès aux événements, je faisais mes propres événements aussi. C'était des packages avec hôtel, transport, etc. Donc les gens payaient une fois et puis ne se souciaient plus de rien. Ça a fonctionné relativement bien pendant 2 ans et puis je me suis vite rendu compte que donc le marché belge sur la région de Saint-Tropez, au niveau événementiel, était quand même déjà saturé. C'était tout le monde se battait pour la même part de gâteau, au point des fois de se faire des petits coups pas forcément cool entre l'un entre l'autre. Et des Belges, c'est des organisateurs belges? Des organisateurs belges, ouais, okay, ouais. Bon, après, il y en a plus, parmi ceux qui étaient connus, il y en a plus beaucoup qui continuent ou qui sont encore dans le secteur. Olivier Sachs qui était... Il y a eu Olivier Sachs, il y a eu Foued Alik. Foued Alik, ah ouais. Ouais. Effectivement. Bon, voilà. Je ferai pas de commentaires, mais bon, voilà. Mon regard ou mon sourire en dit long. mais bon, voilà. Donc moi, je me suis dit, je veux plus continuer Saint-Tropez. Qu'est-ce que je peux faire pour me différencier ou me lancer dans un créneau qui n'est pas encore forcément exploité, ou en tout cas, je vais pas avoir 3, 4, 5, 6 de mes collègues qui vont venir me mettre des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Et donc, j'avais été au Festival du film à Cannes, première fois.
Et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas encore vraiment d'événements belges. Il y a une soirée belge officielle, mais qui est très discrète, dont on parle pas beaucoup, qui est vraiment pour les Belges en interne. Voilà. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux, moi, apporter ma pierre à l'édifice et faire quelque chose un peu qui change, tout simplement, quoi. Donc j'ai démarré en faisant un premier événement. Enfin, de nouveau, la formule que je faisais à Saint-Trope, je l'ai faite à Cannes. Donc c'était la semaine des Belges au Festival du film, où je proposais donc des packages avec des accès à des événements entre guillemets inédits, ou auxquels les gens n'auraient peut-être pas pu accéder, l'hôtel et aussi ma propre soirée, donc la soirée belge, que j'ai montée sur un yacht, sur un bateau donc amarré juste à côté du Palais des Festivals. Ok. Et ça a bien fonctionné, je pense aussi en partie parce que Jean-Claude Van Damme est venu, et d'autres Belges aussi, mais en tout cas, bon voilà, lui était quand même comme ambassadeur belge au niveau international, au Festival du film. Ça parlait, ouais. Donc on a fait beaucoup de presse, des passages au journal parlé, etc. Enfin, pas mal, vraiment des belles retombées. Et là, il m'est venu la bonne idée, entre guillemets, de me dire, bon ben, j'ai fait un événement sur bateau. Faut savoir qu'une soirée sur bateau, ça coûte mais une fortune réellement, parce que louer un bateau, c'est des gros bateaux, hein, donc c'est des yachts de plus de 40 mètres de long. Déjà rien que ça coûte une fortune, et puis il faut forcément l'aménager. L'emplacement au port, en plein festival, ça coûte un bras aussi, voilà. Mais bon, je me suis dit, bon bah j'ai pu faire une soirée qui m'a coûté très cher et gagner de l'argent. Eh ben je vais reproduire la même chose, mais durant tout le festival, donc durant les 2 semaines. Okay. Donc projet très très ambitieux, alors que j'avais juste fait une année à Cannes. Là on parle quand même d'un projet à plus de 400 000 euros. De nouveau j'ai 23 ans, et je pense que là bon c'est un peu la folie des grandeurs, je pense à l'époque, mais je me lance dans ce projet, donc je passe par un broker, donc c'est des loueurs de bateaux, qui est à Cannes, en me disant bon ben le gars, il est à Cannes, il est forcément bien implanté, voilà. Sauf que manque de bol, je suis passé par le cow-boy de service, qui était déjà dans le collimateur de la capitainerie, etc., pour des choses qu'il avait fait qui n'étaient pas forcément autorisées. Et donc, en gros, pour résumer, donc je loue ce bateau, qui me coûte vraiment cher. Je prévois, donc l'idée étant de faire, je faisais le bureau de presse, en fait, je recontacte Jean-Claude Van Damme, en lui disant, voilà, t'es venu à ma soirée l'année passée, moi, je te propose cette année-ci de m'occuper de ton bureau de presse et bureau de vente. Donc, il a une société de production aussi. Il accepte, donc on se revoit pas mal de fois chez lui, etc., pour préparer tout ça. J'ai un contrat d'engagement avec lui. Le business model était assez simple. Je faisais donc le bureau de presse de Jean-Claude Van Damme en journée, tous les jours jusqu'à grosso modo 19h. Ce qui devait m'apporter, comme son nom l'indique, de la presse. Donc, on devait parler du bateau VIP Belgium ou du bateau belge, entre guillemets, grâce à lui, grâce aux médias, etc., et aux rendez-vous qu'il peut faire en journée. Et tous les soirs, je faisais un événement privé où les gens donc payaient leur accès pour accéder à une soirée de prestige avec des célébrités, avec des thèmes divers, etc. Donc j'avance quand même beaucoup d'argent, j'avais encore de l'argent de la revente de ma discothèque aussi, que j'avance, je trouve des sponsors, des partenaires, donc, et je monte tout ça tout seul. Donc un boulot de dingue pendant des mois et des mois, à dormir 3 heures par jour. Et 15 jours ou 2 semaines avant le début du festival, je reçois un appel de la capitainerie, donc ceux qui gèrent le port de Cannes, qui me disent voilà, on est tombé sur votre site internet, vous avez donc prévu de faire des soirées et vous avez un but commercial. Donc je leur fais oui, effectivement, et ils me disent bon ben c'est totalement interdit, donc on annule tout. Sachant que moi j'avais déjà déboursé des grosses sommes. Je m'étais engagé aussi bien avec Van Damme qu'avec des partenaires, des sponsors, etc. Donc, catastrophe, je prends un vol directement pour aller à Cannes, dans un état pas possible, en me disant c'est bon, j'ai à peine démarré, je vais déjà faire faillite, et je vais me retrouver avec des dettes de l'Athènes, voilà. Et donc, il m'explique qu'en fait, le gars à qui j'avais loué le bateau était parfaitement conscient que c'était pas autorisé, mais il ne s'attendait pas. Il pensait passer entre les mailles du filet, et il s'attendait pas à ce qu'il tombe sur mon site, quoi. Donc voilà, mais bon, bref, trop tard. Donc j'arrive à négocier avec eux de pouvoir quand même réaliser tout ce qui était prévu, mais en ne pouvant rien vendre. Donc entre guillemets, là, je pars en me disant,
je vais respecter tous mes engagements parce que je voulais pas planter les gens, voilà. Mais tu vas perdre... Mais je savais que j'allais perdre, que j'allais me faire vraiment défoncer, y a pas d'autre mot, et que j'allais perdre vraiment beaucoup d'argent, quoi. Ok. Donc c'était où je perdais beaucoup d'argent, mais j'assumais en quoi j'étais engagé, où j'en perdais moins, mais je plantais tout le monde. Tu te brûlais les ailes. Voilà, je brûlais les ailes, et là j'étais sûr de pouvoir dire adieu à ta carrière ma carrière dans l'événementiel. Donc j'ai fait le choix d'assumer. Tout ce qui était prévu a été réalisé, mais j'ai perdu plus de 200 000 euros. C'était une leçon qui t'a coûté cher, ça. C'était une leçon qui m'a coûté vraiment cher. Il y en a, j'avais pas mal de partenaires qui sont encore implantés ici en Belgique, qui s'en souviendront. Bon, au final, pour les gens, ça a été. Les soirées ont eu lieu. Voilà. Pour Van Damme aussi, le bateau était mis à disposition, tout s'est bien passé. Mais moi, chaque jour qui passait, je me réveillais en me disant, je perds 20 000 euros. Le lendemain, je repère 20 000 euros. Et ainsi de suite. Et donc ça, moralement, ça fait mal. Ouais. Mais je voulais vraiment, après, je pense qu'il y a une partie peut-être d'ego aussi, entre guillemets, mais je me disais, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui plante les gens. J'en connais trop autour de moi. J'en ai cité un tout à l'heure, mais voilà, c'était pas mon optique, en tout cas, de m'engager et de dire aux gens après, j'ai fait l'imbécile, votre argent il est dépensé et ciao, quoi. Donc voilà, moi je me suis toujours dit, quitte à perdre de l'argent, autant que j'utilise ça comme une carte de visite. Et donc je me suis dit, voilà, ce qui va me rester, c'est les vidéos, c'est ce qui a été fait. J'étais le premier et je pense le seul, parce que je crois pas que quelqu'un ait reproduit ça entre-temps, à faire un bateau événementiel au port de Cannes en plein festival du film. Il y a des bateaux comme le bateau Arte, etc., mais qui sont des bateaux de promotion d'une marque. Moi, je faisais vraiment des événements tous les jours en tant qu'organisateur indépendant. Et je pense que de toute l'histoire du festival, je suis vraiment le seul à l'avoir fait. Parce que probablement que les autres ont entendu aussi. Ils se sont dit 200 000 euros, ils n'ont pas envie. Si lui, il est fou pour le faire, qu'il le fasse, mais nous, on le fera pas. Mais donc voilà, tout ça pour dire que j'ai quand même aussi, même si c'était loin d'être évident, là, il y a quand même des moments où tu as envie de te dire, je laisse un peu tomber les bras et voilà. Mais après, je me suis dit, bon, tant pis. Maintenant, il faut que je récupère cet argent et il faut que je me batte encore plus pour que tout ça n'ait pas été fait pour rien. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai continué l'événementiel, j'ai continué à me battre pour avancer, juste pour récupérer des fonds que moi j'avais mis ou pour rembourser des dettes que je pouvais avoir. Donc pendant plusieurs années, ça a été travailler pour payer cette semaine. Voilà, mais voilà, de nouveau, je savais où je voulais arriver. J'avais des objectifs et même si autour de moi, souvent on me disait mais arrête un peu tes trucs, tu vois, à quoi bon, change de boulot ou fais autre chose ou fais quelque chose de plus simple, tu te fous la santé en l'air, tu dors quasiment pas, et tu prends beaucoup de risques, mais j'en ai toujours fait qu'à ma tête en me disant moi je crois en moi et je pense que c'est vraiment, je crois que c'est le plus important au final, c'est de soi-même croire en soi. Et je me suis toujours dit je sais que le travail finira par payer et que la persévérance entre guillemets arrivera à porter ses fruits, quoi. Très bien. Et donc après cette mésaventure, donc aujourd'hui tu as fêté tes 10 ans, tu as pu couvrir toutes ces dettes, c'est bon, c'est derrière. Alors juste je voudrais revenir sur la partie où tu as eu ton accident et où quand même tu arrives à aller de l'avant. J'imagine que mentalement c'est quand même un choc assez fort. Qu'est-ce qui t'a donné finalement la force d'aller de l'avant? Alors tu as parlé de tes amis, tu as parlé aussi de la tentative où tu avais tes parents qui t'ont vu. Donc, en rétrospective, c'est quoi qui a créé cette impulsion? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des événements aussi traumatisants que le tien, ou voire même bien moindres, et qui n'arrivent pas à se relever. Ah, tout à fait. Mais je pense que, mais ça c'est peu importe effectivement le problème auquel on fait face. Je crois qu'il faut, enfin moi en tout cas, ce qui a fonctionné, c'est de constamment me mettre des objectifs. L'erreur que les gens font parfois, et que je fais moi aussi, c'est de se dire, voilà, mon objectif final c'est ça.
Mais l'objectif paraît tellement loin qu'on est déjà démoralisé à démarrer parce qu'on dit le travail va être tellement long pour y arriver que je le ferai demain et demain ça devient et ainsi de suite. Tandis que quand on se dit ok, l'objectif final c'est d'arriver là, mais plutôt que de passer de là à là, ben, je vais faire du step by step et me fixer 20 objectifs ou 30 ou 50 ou 10, peu importe, intermédiaires qui eux seront plus facilement réalisables. Et moi dans mon cas je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé aussi, c'était que donc, quand j'étais encore à l'hôpital, ben, mon objectif c'était déjà de sortir de là le plus autonome possible. Moi, ce qui m'a vraiment fracassé et qui m'a tué le moral, c'est, je me rappellerai toujours, c'est un jour donc j'ai fait 2 semaines de coma, puis après, bon, il faut le temps de récupérer ses esprits. Et un jour, j'ai un médecin parce que je commençais vraiment à poser des questions. Tiens, je bouge pas les jambes, tiens, je bouge pas les bras. Et dans ma tête, j'étais peut-être encore sous l'effet des médicaments, mais je pensais réellement qu'avec de la kiné, je me disais, je vais avoir un truc à raconter à l'école dans 3 semaines, ou dans un mois, je ferai le caïd, et les gars, j'étais à l'hôpital. Enfin, je réalisais pas vraiment la gravité de ce qui m'était arrivé. Et donc un jour, un médecin, parce que je commençais à poser des questions, rentre dans ma chambre, me dit voilà, donc le gars tourne pas autour du pot, et il me dit, tu es tétraplégique, tu ne seras jamais indépendant, tu auras besoin d'assistance toute ta vie, 24 heures sur 24. Et voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Donc là, forcément, pour moi, c'est tout mon univers qui s'écroulait. Et je pense que ce qui pour moi était le plus difficile à accepter, c'était le fait qu'ils me disent, tu ne seras jamais indépendant. Des fois, on me dit, ah, t'es courageux, etc. Je dis, c'est pas vrai. Je suis pas courageux parce que je fais ce que je veux quand je veux. Je vis seul, je conduis ma voiture, je pars en voyage, enfin, j'ai une indépendance complète, telle que toi, telle que n'importe qui. Par contre, j'ai toujours énormément de respect pour tous ceux qui ont perdu cette indépendance. Quand je vois des gens qui sont pas en mesure de bouger les bras et qui ont besoin d'aide pour se gratter le nez, pour boire un verre d'eau, pour ouvrir un frigo, ou pour n'importe quel petit détail de la vie quotidienne, et qui doivent l'accepter et surpasser tout ça, moi-même, je me dis, eh ben, voilà, c'est ces gens-là qui ont du courage. Parce que moi, au final, je fais ce que j'aime et je considère pas comme quelqu'un qui a du courage. Je fais juste ce que j'ai envie de faire. Après, je me suis habitué à ma situation. Mais quand on m'a dit ça, quand on m'a dit tu ne seras jamais indépendant, ça pour moi, c'était vraiment la fin. C'était dur. Et donc, l'objectif à court ou moyen terme, quand j'étais en rééducation, c'était, je me suis dit, je vais lui prouver qu'il s'est trompé et je vais ressortir d'ici indépendant et autonome, entre guillemets. D'accord. Donc je me suis battu pendant des semaines, des mois entiers, du matin au soir et du soir au matin, en combinant donc mes études, pour récupérer l'usage de mes bras, pour récupérer... Ça paraît vraiment, tant qu'on n'est pas dans la situation, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment... Il faut réapprendre tous les moindres gestes de la vie quotidienne. Donc tu te bats pendant au début plus d'1 heure pour enfiler une chaussette, pour couper un morceau de viande, comme un gosse quoi. Tu te retrouves dans un lit à empiler des cubes les uns au-dessus des autres pour la dextérité des doigts, etc. Et donc ça c'est un travail qui est pas facile évidemment parce que tu dis il y a 3 mois j'étais en boîte une vodka Red Bull dans les mains et là je me retrouve comme un gosse dans un lit à empiler des cubes les uns sur les autres, tu vois. Ouais. Donc c'est pas simple, mais voilà, de nouveau, pareil, donc l'objectif c'était de sortir de là autonome, mais tu passes pas de tétraplégique complet à une autonomie sans passer par des petits objectifs. D'accord. Et donc à chaque fois, mon objectif c'était, je veux que fin de cette semaine, je puisse enfiler mes chaussettes tout seul. Je veux que la semaine d'après, je puisse, je sais pas moi, me brosser les dents, et ainsi de suite. Et chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, j'avais un nouvel objectif que j'arrivais parfois à concrétiser, parfois pas, parfois ça traînait. Mais de nouveau, c'est là où tu te rends compte de l'évolution aussi. C'est que tu te dis, voilà, j'ai noté mes objectifs, et puis hop, t'es content de les barrer en disant, ça c'est fait, next. Okay. Et ainsi de suite. Et puis bon, voilà, je suis sorti de là en finale
Autonome. Autonome. Ouais. Donc on arrive dans la deuxième partie de l'interview. Donc je vais te demander un petit peu, toi maintenant qui a, on peut dire quand même une carrière d'entrepreneur réussie et qui a réussi à passer certains défis, quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui nous regardent pour réussir dans leurs objectifs, dans l'établissement de leurs objectifs, dans l'accomplissement de leurs rêves, quels qu'ils soient? Après, moi, je ne peux que parler de ma propre expérience, forcément. Ouais. Mais je pense que, pour en revenir un peu à ce que je disais, il y a ce côté vraiment never give up. Donc, ne jamais lâcher l'affaire, ne jamais abandonner. Je vois régulièrement quand même des jeunes entrepreneurs lancer une idée parce que, bien souvent, ils savent pas trop quoi faire. Alors, ils se disent, bah tiens, ça a l'air sympa, ce truc-là. Et ils ont pas, enfin, je trouve en tout cas, d'autant il y en a qui sont vraiment motivés, d'autant il y en a qui démarrent en ayant une motivation à moitié. Et donc, au moindre petit souci, j'ai encore eu l'exemple de deux jeunes que j'avais rencontrés l'année passée, et ils lançaient une boîte avec une idée qui était, je trouvais pas, enfin c'était un produit que je trouvais assez sympa, qui avait, je pense, du potentiel. Mais les gars, après 2-3 mois, ils avaient eu affaire à des petits soucis. Enfin, ce qui, moi, me paraissait vraiment... Comparer 200 000 euros pour Oui, le yacht, voilà. c'est vrai. Mais je veux dire, même des petits soucis dans une carrière de n'importe quel entrepreneur. Ouais. Et ils étaient déjà, au bout de leur vie, quoi. Et je leur ai dit, mais les gars, vous pensez vraiment... c'est ça le business. Il n'y a pas de... Je connais en tout cas personne qui a toujours tout réussi, qui a jamais eu d'échec, qui a jamais perdu d'argent, qui a jamais eu de problème, qui a jamais... Enfin, ça existe peut-être, mais moi, j'en connais pas. Et de ma propre expérience, je pense que vraiment, c'est ne rien lâcher. C'est de se dire, c'est dur, j'ai une galère, comme d'autres pourraient en avoir à tout point de vue. Et voilà, il faut se battre, il faut se battre pour, comme dans tout cas de la vie. Je veux dire, moi, voilà, que ce soit l'accident, que ce soit quelqu'un qui est n'importe quoi, une maladie. Enfin, je veux dire, on peut tous avoir des soucis quelconques, qu'ils soient de business ou d'ordre privé. On est, je pense, beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Voilà. Et qu'il faut aller chercher des fois plus profond dans son soi intérieur, mais c'est vrai, je crois vraiment qu'on a tous un second souffle, entre guillemets, comme dans le sport, où on se dit, là j'ai l'impression d'être KO. C'est une bonne métaphore, ça. Donc, Et premier conseil, c'est never give up. Voilà. Ok. Exactement. Super. Après le second conseil, de nouveau, j'en parlais tout à l'heure, mais je crois vraiment que c'est important de se fixer des objectifs. Ouais. Et tu as un conseil au niveau de la méthode, parce que la méthode que moi j'applique, après, je sais pas si c'est la bonne, chez moi en tout cas, elle a fonctionné, c'est plutôt que d'aller fixer des objectifs tout de suite énormes, j'ai des énormes objectifs, mais ils sont entrecoupés de paliers, et je me dis, voilà, l'objectif final c'est ça, mais plutôt que de me décourager en me disant, oh, j'ai encore tellement de chemin à faire, je vais déjà le découper en disant, voilà, si déjà dans 3 mois, dans 2 mois, dans 5 mois, je suis là, c'est bien, et ainsi de suite. Et c'est de se dire, voilà, ça sera peut-être le troisième conseil, j'ai une vision de ce que je veux faire et du chemin que j'ai envie d'emprunter pour y arriver. Voilà. Et Des baby steps. Voilà, c'est ça. Mais des choses qui nous permettent, parce que quand tu te rends compte que tu as un objectif qu'il est sur ta liste, que tu peux le barrer, moi en tout cas, ça me booste davantage à continuer à avancer. Et je pense aussi que le fait d'avoir beaucoup d'objectifs, ça me permet de ne jamais rester sur mes acquis. Dans le sens où, quand on me dit bravo, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as déjà bien réussi. Moi j'ai toujours non, j'ai rien réussi. Enfin, j'ai rien réussi, j'exagère, mais parce que par rapport à mes objectifs finaux, je ne suis encore nulle part. Et donc, je vais jamais me contenter de ce que j'ai déjà pu faire, en me disant, voilà, c'est bien, certes, mais c'est passé. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit dans le futur, ou en tout cas dans le présent, et je vais pas juste me dire, je l'ai fait, c'est bon, time. Je sais que quand un objectif est atteint, il y en a déjà 5. Qui t'attendent. Voilà. Et ça permet moi en tout cas, ça me permet de rester constamment motivé. Il y a toujours, comme tout le monde, on a des fois des périodes un peu plus compliquées, mais de nouveau, quand c'est un peu plus compliqué, alors je vais retourner dans le passé en me disant, regarde les objectifs que tu avais il y a 5 ans, tac, et voilà, je me suis battu, j'y suis arrivé, et donc c'est que c'est possible, quoi. Ok, top. Voilà.
Et tu disais donc de pouvoir adapter. Bah oui, je pense que ça peut aussi faire partie des conseils. C'est d'effectivement... Moi, je suis quelqu'un d'assez têtu et borné, mais j'ai appris avec le temps que des fois, il vaut mieux pas trop l'être. Dans le sens où, à l'époque, si j'avais une idée, mais je pouvais avoir la terre entière qui me disait non, c'est pas une bonne idée. J'allais le faire, et j'allais le faire de la façon dont moi j'avais prévu de le faire, etc. Alors des fois ça paye, et quand ça paye tant mieux, enfin je veux dire quand je dis que ça paye, c'est que ça fonctionne. Et des fois, il faut quand même, je pense, arriver à être à l'écoute, sans se laisser forcément guider par les autres, mais en tout cas, prendre ce qui nous est nécessaire et écouter ce que d'autres, par exemple maintenant, moi j'aime beaucoup parler avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi, parce que je trouve ça inspirant. Je préfère m'entourer de gens, on dit toujours qu'il faut s'entourer de gens qui vous portent vers le haut, Ouais. et pas de gens qui vont vous porter vers le bas. Et c'est vrai, ça paraît stupide, mais c'est le fait de s'entourer de gens qui eux ont réussi et de pouvoir aussi accepter et écouter leurs conseils, chose qu'avant je faisais pas forcément. J'étais borné en me disant, ouais, c'est ses conseils, mais il a fait sa vie, moi je fais la mienne, etc. Et ça, avec le temps, pour avoir des fois payé les pots cassés, j'ai vraiment appris à pouvoir non seulement écouter les conseils, et aussi à réajuster ses idées, et à se dire, bon ben voilà, je voulais aller comme ça, le point final il est là, mais je vais peut-être devoir tortiller un peu ou emprunter d'autres chemins auxquels j'avais pas forcément pensé, pour des raisons X, Y, Z. L'objectif au final reste le même, mais de pouvoir des fois varier ou adapter ses idées, quoi. Donc, il y a déjà eu une partie de réponse, mais alors dans les choses à ne pas faire, que tu as fait ou que tu as vu faire. À ne pas faire, j'irai pas jusqu'à ne pas faire, parce qu'au final, plutôt que de voir les choses quand ça se passe pas bien comme un échec, je le vois juste comme un apprentissage. Ouais. Et donc, des choses vraiment à ne pas faire, je pourrais dire que oui, voilà, je me suis lancé, comme cette histoire de bateau dont je parlais tout à l'heure, je me suis lancé trop vite, j'ai pas assez analysé la situation, etc., etc. Mais, on parle de ça il y a 10 ans, j'avais une petite vingtaine d'années, voilà, et donc, je le regrette pas, parce que ça a été un apprentissage. Ok. Maintenant, c'est sûr que, je crois par contre que ce qui n'est pas à faire, c'est de se lancer sans vibrer. C'est-à-dire que si tu te lances pas dans un projet qui te passionne, qui te fait vibrer, pour lequel tu es prêt à bosser, moi ça me dérange pas, il y a des semaines où je fais plus de 100 heures, du lundi au dimanche, des 12-15 heures par jour facile, mais je le fais avec passion. Et donc, quand tu as cette passion, quand ça te fait vibrer ce que tu fais, tu calcules plus tes heures, tu t'en fous au final, parce que ça te plaît. Quand j'ai des discussions des fois avec des jeunes entrepreneurs, je vois vraiment la différence entre ceux qui ont une grande chance d'y arriver ou pas, sont ceux qui font vraiment ça avec passion. Avec passion. Et quand j'en vois d'autres qui se disent « Ouais, c'est bon, je savais pas trop quoi faire, ça a l'air cool, j'essaye, on verra ». Si déjà tu démarres en te disant « J'essaye, on verra bien », tu peux être sûr qu'à la première épreuve, t'arrêtes. Si tu démarres en disant « Moi, je vais réussir, moi j'ai lancé ce truc-là parce que ça me plaît et parce que je vais te montrer que je vais tout cartonner », ça peut arriver de se planter, mais au moins, tu l'as fait, et t'en prends un apprentissage et t'en tires les leçons, quoi. Pour quitte à développer un autre business ou te réorienter dans tout à fait autre chose, mais voilà. Donc, se lancer quand on vibre. C'est ne pas se lancer quand on ne vibre pas, quoi. Ouais, Ok, d'accord. Autre chose à ne pas faire, non. Après, je pense que il faut pouvoir innover et avoir sa part d'identité, dans le sens où je vois trop de gens se contenter de reproduire ce que les autres font. Et moi, ça m'a toujours saoulé. Enfin, moi, je vais reprendre le côté événementiel, parce que c'est ça que je connais bien. Mais des fois, j'ai vraiment envie de dire à certains, je donnerai pas de nom, mais j'ai envie de leur dire, mais mec, t'as pas envie de te poser et de créer un peu quelque chose? Pourquoi tu vas reprendre des trucs qui ont déjà été faits, ou des idées, fais quelque chose qui te parle à toi, plutôt que de se contenter d'aller recopier ce que d'autres ont fait, voilà. Et tu peux te dire, ok, je crée, j'ai peut-être pas une bonne idée, mais je l'ai fait.
Moi, j'aime bien être leader et pas follower, voilà. J'aime bien créer, même si des fois ça fonctionne pas, plutôt que d'aller reproduire plein de trucs. Après, c'est bien de s'inspirer. Attention, je dis pas qu'il faut tout créer de A à Z. Il y a forcément toujours des similitudes. C'est bien de prendre ce qui fonctionne, de s'en inspirer et de remettre ça à sa sauce et de recréer quelque chose autour de ça. Très bien, merci pour ces conseils. Alexandre Bodard-Pinto, what's next? Là, on est parti pour des heures encore. Il faut savoir qu'on a beaucoup parlé d'événementiel, mais j'ai quand même d'autres activités aussi. J'en parlais tout à l'heure, ma grande passion, c'est le voyage. Alors voyager, ça je m'en suis vite rendu compte. Voyager quand on a des soucis de mobilité. Je parle même de mobilité au sens large. Bon, moi je suis en fauteuil roulant, mais ça peut être une personne âgée, ça peut être même une famille avec des enfants en bas âge, quand tu as les poussettes, etc. Donc tout ce qui est lié au voyage et à la mobilité réduite est encore très très compliqué, dans le sens où forcément il y a tout ce qui concerne l'accessibilité pure. Tu as des pays qui sont plus ou moins faciles d'accès, ou en tout cas qui prennent en compte les problèmes de mobilité et qui vont rendre accessibles les lieux publics, les trottoirs, les lieux touristiques, etc. Des pays qui vont moins le faire, ça c'est une chose. Mais un gros souci aussi, c'est l'accès à l'information. Quand moi je veux préparer un déplacement ou un voyage, que ce soit professionnel ou privé, je passe des heures sur Internet pour trouver un hôtel, pour qui corresponde à mes besoins, etc. Et donc, c'est toujours, entre guillemets, une part de risque parce que tu réserves quelque chose et tu sais pas trop si c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Tu dois téléphoner, tu dois envoyer des mails pour vérifier, vérifier l'accessibilité. Tu peux se dire oui et en fait non. Exactement. Et donc souvent, moi dans mon cas, pour reprendre mon cas à moi, je marche pas du tout, ce qui veut dire que 1 mètre ou 2 mètres à franchir, c'est 1 mètre ou 2 mètres de trop. Donc les gens s'en rendent pas toujours compte. Des fois on me dit mais tu dois aller là, c'est juste là. Oui, mais ce mètre là ou ce mètre 50, je sais pas le faire. Et donc souvent, je vais réserver une chambre d'hôtel. Je vais leur dire alors est-ce que c'est accessible en fauteuil roulant? On va me dire oui, c'est prévu, etc. Et puis j'arrive et je me rends compte que pour telle ou telle raison, j'ai pas accès à une douche, aux toilettes ou ci ou ça. Et alors on me dit toujours, c'est rarement de la mauvaise foi, mais souvent ce qui revient comme réponse c'est pourtant on a déjà eu quelqu'un en fauteuil et il nous a rien dit. Mais peut-être que cette personne, elle pouvait se déplacer d'1 mètre ou d'1 mètre 50, pas parce que tu es en fauteuil roulant que tu ne marches pas du tout. Peut-être qu'elle était timide, qu'elle n'a pas osé se plaindre, etc., etc. Et donc tout ça pour dire qu'il y a encore énormément de choses à faire dans l'industrie du tourisme de manière générale. Là j'ai parlé des hôtels, mais c'est pareil pour les transports, c'est pareil pour les activités, etc. Et donc, pour en revenir à What's Next, il y a 5 ans, moi j'ai lancé une association qui s'appelle Wheeling Around the World, qui a pour objectif de favoriser donc les déplacements et voyages des personnes. Là c'est plus dédié aux personnes en fauteuil roulant. Donc il y a plusieurs objectifs. Le premier était de donner une image positive du handicap, de réaliser des missions à travers le monde pour prouver ce qui est le slogan de la fondation ou de l'association, qui est rien n'est impossible à celui qui marche dans sa tête. Et donc l'idée c'était vraiment de dire aux gens, si nous on peut faire ça, pour prendre un exemple concret, il y a 2 ans ou 3 ans, avec l'aide d'une 20aine de pompiers de Paris, j'ai pris d'autres personnes également en fauteuil roulant, et on a fait le Mont Blanc, par exemple. Tu vois. Donc on est parti 3 jours en haute montagne, faire de l'alpinisme. Et donc l'idée, c'est évidemment pas de dire à tout le monde, allez faire le Mont Blanc, allez vous taper à 4500 mètres d'altitude. C'est de dire, si nous on a pu faire ça, toi tu peux sortir de chez toi. Tu peux prendre un train pour aller à la mer, tu peux aller au café qui est à côté de chez toi, ou au bar, ou voilà. Et c'est vraiment donner cette image positive de nos limites, quoi. Ça fait partie des objectifs de la SOS. J'en ai fait d'autres, bref. En Asie, je passais beaucoup de temps au Vietnam aussi. Le gros projet que j'ai avec l'association, c'est d'acquérir ça existe aux États-Unis, en Australie, ça n'existe pas en Europe, c'est d'acquérir un grand bus, type motorhome en fait. Donc c'est vraiment des motorhomes, mais comme un camion. Et de le transformer donc en motorhome complètement accessible,
forcément en fauteuil roulant, avec une capacité d'accueil de 6 à 8 personnes. Et l'idée, c'est que ce bus, ou ce motorhome, parcourt en continu l'Europe, donc tous les pays d'Europe. Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est d'utiliser ça comme moyen de lobbying et de communication. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'arrêter avec ce bus dans des lieux stratégiques pour faire des conférences, etc., liées à l'accessibilité, et que ça soit médiatisé. Et le second objectif, qui est le principal au final, je voulais permettre aux familles ou aux groupes d'amis de voyager sans barrière. C'est-à-dire que moi, qui voyage beaucoup, j'aime beaucoup voyager un peu à la manière du road trip. Donc, c'est-à-dire de me dire, je sais pas où je serai demain, je m'arrête où ça me plaît, et quand j'ai envie de bouger, je bouge. Et ça, quand t'es en fauteuil roulant, c'est hyper compliqué, pour ainsi dire impossible à mettre en place. Parce que tu dois trouver à l'avance des logements qui correspondent à tes besoins, et donc tu es obligé de les réserver, de planifier ton programme, etc. Là, l'idée, c'est de dire aux gens, on vous invite, essentiellement des familles qui ont un des membres en fauteuil roulant, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, on vous invite pendant une semaine avec un chauffeur, donc vous n'avez rien à faire, vous passez une semaine dans le bus et vous faites ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez. Okay. Vous êtes libre complètement de vos mouvements. On leur donne cette liberté qu'ils n'auraient jamais sans ce moyen-là. Et donc, exemple, ça peut être une famille de Polonais qu'on invite à traverser le Portugal, par exemple, et qui se dit, voilà, moi, au Portugal, j'aimerais bien voir ça, ou ça, ou ça. On va établir avec eux un itinéraire que le chauffeur respectera du mieux possible. Et ils dorment dans le bus, ils se lavent dans le bus, etc. Mais ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le gros objectif. Ça coûte quand même beaucoup d'argent. C'est plus ou moins 700 000 € pour l'achat du bus et l'adaptation, etc., etc. Donc là, j'ai pas mal mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon ton interview va durer 4 heures. mais voilà, j'ai pas mal de moyens qui vont se mettre en place. L'événementiel aussi, je fais au travers de mon agence d'événements, des événements au profit de l'association. D'accord. On en a un gros d'ailleurs en octobre à Bruxelles. Donc l'événementiel, plus d'autres systèmes que je suis occupé de mettre en place pour financer à terme ce projet-là. Et puis parallèlement à ça, j'ai lancé une société l'année passée qui s'appelle Everybody Travel. Suite à un concours Microsoft, donc j'avais participé à un concours. C'est une formation concours qui durait 6 mois au Microsoft Innovation Center pour comment devenir un entrepreneur du web. J'avais pas de notion, je connaissais l'événementiel, mais pas de notion de comment lancer un business dans le web. Et donc au final, petit à petit, on était de moins en moins, et j'ai remporté donc le prix du jury, donc en finale de cette formation. Et donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc là, l'idée, c'est plus qu'une idée, je suis vraiment en pleine phase de financement, c'est de créer, je le résume toujours en disant, c'est un mélange de Booking.com, Airbnb et TripAdvisor, le tout axé pour tout ce qui est demande spécifique. Donc là, on sort du cadre de l'association qui est plutôt dédiée fauteuil roulant. Là, l'idée, c'est de dire aux gens, on se positionne entre toute l'industrie du tourisme, donc logement, activités, transport, guides locaux, etc., et le consommateur qui a une demande spécifique. Cette demande spécifique, elle peut être forcément liée à de la mobilité réduite, quelqu'un qui voyage et qui a une maladie avec des soins à faire, quelqu'un qui veut voyager avec son animal de compagnie, quelqu'un qui veut voyager en faisant attention à ce que la nourriture soit végane ou cachère ou halal, une famille avec enfants en bas âge, etc. Tout ce qui est demande spécifique auxquelles les majors, donc les grosses plateformes de réservation, style Booking.com, ne répondent pas. Ou en tout cas, on a très très peu d'infos quand on va dans les critères de recherche. Là, l'idée, c'est de dire aux gens, en 20 minutes, vous mettez vos critères précis et nous, on vous match avec exactement ce qui correspond. Il n'y a plus de mauvaises surprises. Vous n'avez plus à contacter l'un ou l'autre, envoyer des mails. Tu veux voir comment est la salle de bain, tu as les photos de la salle de bain, tu as les dimensions tout de suite, tu as tout ce qu'il faut pour que ton voyage se passe au mieux. Et donc là, c'est quand même un gros projet d'ampleur internationale qui nécessite plusieurs centaines de milliers d'euros pour son lancement, juste pour le lancement. Donc là, je suis en plein dans tout ce qui est
financement, dossier, voilà. Des objectifs. Des objectifs. Et il y en a d'autres, mais voilà, ceux-là, c'est déjà bien. Bon, mais écoute, Alexandre, un tout grand merci. Je t'en prie, avec plaisir. J'espère que Oui, tout à fait. C'est un parcours étonnant. Je te connaissais un peu, là, je te connais mieux et je te félicite pour tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Merci. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview d'Alexandre Bodar-Pinto. Je tiens encore une fois à remercier Stéphania qui est toujours présente et qui m'aide pour la réalisation des vidéos. Je vous dis à bientôt pour les prochaines et n'oubliez pas, comme l'a dit Alexandre, se fixer des objectifs, faire de petits pas, il l'a mentionné et je crois que c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Et puis surtout, vivez votre vie en la vibrant. Je trouve que c'est une très belle... Et une autre métaphore que j'ai trouvée excellente aussi, c'était deuxième souffle. Quand on vibre, on a le deuxième souffle. À bientôt les amis.